Un grand livre énigmatique, un artisan disparu, et un village qui murmure des secrets. Bienvenue aux nuits criminelles, je suis votre hôte Edmé. Laissons ce mystère interactif. Laissez un commentaire et partagez d'où vous écoutez. Vos messages donnent vie à ces histoires. Plongeons dans l'aventure. La cloche de Saint-Ételréda sonna midi, avec sa solennité habituelle et tranquille. Dans le village coquet de Much Dithering, un nom qui suscitait les sourires entendus des habitants et les rires complaisants des visiteurs. L'air embaumait les buis fraîchement taillés et le vert acidulé de l'herbe printanière. C'était un mercredi, et donc un jour propice à une garden party. La guilde des dames de l'hôtel, sous la supervision directe de Madame Honoria Rudge, n'avait ménagé aucun effort. Des dahlias cramoisis flottaient dans des urnes peintes. Le thé était infusé avec la plus grande rigueur, et le biscuit Victoria, préparé par Madame Pettigrew, était, disait-on, son meilleur à ce jour. La femme du pasteur, toujours aussi perfectionniste, avait orchestré la décoration avec une précision militaire, tandis qu'un jeune homme du coin jouait du violon, avec plus ou moins de succès, à l'ombre du vieux clocher. Miss Jane Marple, vêtue d'un doux châle gris tourterelle et d'un chapeau à large bord couleur jacinthe fanée, était assise discrètement à l'écart de l'assemblée. Sa tasse de thé reposait sur une soucoupe qui vibrait légèrement à chaque mouvement. Elle n'appréciait pas les grandes assemblées, mais elle les trouvait agréables, très instructifs. Là, on pouvait observer l'équivalent d'une année de « à nature humaine en un après-midi ». De son point d'observation, Miss Marple observait les villageois avec la calme intensité de quelqu'un qui avait passé sa vie à assembler les bords effilochés des ragots pour en faire une tapisserie complète et surprenante de vérité. M. Noel Spenlow, le tailleur de pierre, se tenait près du clocher avec une assiette de scones, discutant du malheureux écaillage de l'ange en marbre de Carrare qui ornait la tombe de Lady Marchbank depuis un siècle. C'était un homme mince, avec de belles lunettes cerclées de poussière et une sorte de fierté intérieure, le genre d'homme qui gardait des secrets entre ses lèvres comme des pierres de rivière lisse. Sa fille, Iris Spenlow, flottait à ses côtés, pâle et composée. À proximité, le révérend Arthur Merriweather s'affairait avec une tache de confiture sur sa soutane, tandis que Madame Ursula Draycott, une veuve dotée d'une bibliothèque impressionnante et d'un nez encore plus impressionnant pour le scandale, lui offrait de l'eau vinaigrée et une oreille compatissante. Et puis, bien sûr, il y avait le jeune Geoffrey Pike, le fils de l'avocat, qui tentait de charmer Miss Iris en vantant à la fois les vertus des automobiles et des titres de propriété. Iris, qui avait l'air de quelqu'un qui en savait plus qu'elle ne le laissait entendre, souriait poliment et disait très peu. Juste au moment où Miss Marple commençait à considérer une deuxième tranche de gâteau, un cri soudain interrompit le doux bourdonnement de la conversation. « Monsieur Spenlow !» quelqu'un a crié. « Il s'est effondré. » Des halètements parcoururent la foule comme le vent sur l'orge. Les tasses claquèrent. Le révérend Merriweather renversa dans sa hâte une assiette de biscuits au gingembre. Miss Marple se leva lentement, l'instinct guidant ses pas plutôt que l'urgence. Elle s'approcha du cercle qui se formait autour de la silhouette effondrée. Noel Spenlow gisait face contre terre sur l'herbe, un bras tendu vers la maçonnerie dont il avait parlé si récemment. Le docteur Leonard Pierce, fraîchement arrivé et, portant encore ses gants de conduite, s'agenouilla près du corps. « Elle est partie », annonça-t-il gravement. « Mort avant même de toucher le sol, je dirais. » Un silence stupéfait s'installa. « Mais il allait parfaitement bien », s'écria Madame Rudge. « Il y a quelques instants à peine, il nous parlait de la corrosion du calcaire. Il devait avoir un problème cardiaque, marmonna quelqu'un d'autre. Était-ce un coup de chaleur? A demandé un autre. Seule Miss Marple, qui resta silencieuse, remarqua l'expression curieuse qui apparut sur le visage d'Iris Spenlow. Pas exactement du chagrin, plutôt un soulagement brouillé par autre chose. Et tout aussi rapidement, il disparut sous ses traits posés. Les villageois commencèrent à bourdonner. « Du poison ?
chuchota madame Draycott à la femme du pasteur. Il y avait de l'eau d'orge citronnée sur la table. Vous savez ce qu'on dit des amandes amères. La fête, autrefois si festive, s'est dissoute en spéculations anxieuses. Quelques invités se sont éloignés. D'autres sont restés enracinés, peu disposés à tourner le dos au drame qui se déroulait en temps réel. Au moment où l'inspecteur Digby de la police du comté est arrivé, le visage rouge et sceptique, le docteur Pierce avait conduit le corps à l'ombre de la sacristie et l'avait recouvert d'une nappe d'autel empruntée. Digby, qui connaissait Miss Marple depuis quelques années, lui fit un signe de tête et lui dit pour la forme « Bonjour, Miss Marple. Terrible affaire. »« Oui, tout à fait, » répondit-elle doucement. « Quel choc, inspecteur. Monsieur Spenlow était un homme travailleur et méticuleux. J'imagine que cela a dû être quelque chose d'assez soudain. Très probablement le cœur, même si nous ferons l'autopsie. » Digby regarda autour de lui le jardin agité. « C'est vraiment... dommage. J'ai toujours aimé son travail. C'est la pierre tombale de ma mère. Des lettres élégantes. » Mais Miss Marple ne regardait plus l'inspecteur. Son regard s'était porté vers le clocher, plus précisément vers la petite plaque de pierre encastrée près de sa base. Une restauration récente, se souvenait-elle, commandée il y a seulement 3 semaines. Et à côté, un petit carnet en cuir était partiellement caché dans l'herbe, comme s'il avait glissé d'une poche à la hâte. Elle se pencha pour le récupérer. C'était un grand livre de maçon, du genre utilisé pour noter les commissions, les factures et les matériaux. Rien de curieux à première vue, jusqu'à ce qu'elle atteigne la dernière page. Une entrée récente avait été barrée non pas 1, mais 3 fois. De lourdes lignes y étaient tracées, comme si quelqu'un avait essayé de effacer, avec de la frustration plutôt que de l'encre. Miss Marple cligna lentement des yeux, puis glissa le livre dans son sac à main. Elle le rendrait plus tard, bien sûr, après l'avoir lu plus attentivement. Au-dessus de nous, la cloche sonna à nouveau, 1 fois puis 2 fois. Les villageois murmuraient qu'il y avait eu un accident ou une maladie. L'inspecteur poursuivrait son enquête de routine. Le corps serait examiné et le cimetière retrouverait son calme. Mais Miss Marple en savait plus. D'après sa propre expérience, aucun homme ne s'est effondré en pleine santé sur la pelouse d'un jardin avec cet air particulier de finalité, désespéré, à moins que quelque chose ne se produise. Très beaucoup de choses qui ne vont pas. Et quoi que ce soit qui se cachait dans les pages barrées du registre, c'était sûrement le premier murmure d'un secret que quelqu'un avait tué. Pour enterrer. Le lendemain matin, le village de Much Dittering était plongé dans la spéculation et la consommation solennelle de thé. La fête dans le jardin du clocher s'était transformée en infamie presque aussi vite qu'elle avait commencé. Dans les salons et les cuisines, sur le pas des portes et au bureau de poste, la mort subite de Noel Spenlow était à la fois une tragédie et un sujet de conversation. Les théories ont fleuri plus vite que les forsythias dans la haie de Miss Weatherby, toutes plus imaginatives les unes que les autres. Certains invoquaient la chaleur, même si le soleil d'avril n'avait guère été épuisant. D'autres parlaient, à voix basse, de souffles au cœur, de longues maladies et de la fatigue du travail solitaire. Quelques-uns, comme madame Draycott, se laissaient aller à des conjectures plus sombres. Il était bien trop jeune pour mourir subitement, insistait-elle à qui voulait l'entendre. Croyez-moi, il y a plus que ça. J'ai entendu dire qu'il avait eu des discussions avec le clerc de l'évêque au sujet d'une commission impayée. Les esprits s'échauffèrent. Au centre de tout cela se trouvait Iris Spenlow. La mort de son père l'avait placée sous un jour étrange et inconfortable. Ce matin-là, elle était apparue pâle et les yeux secs au presbytère pour organiser des funérailles modestes, déclinant poliment toute invitation. À Miss Marple, qui passait par là en se rendant à la poste, elle n'avait guère adressé la parole, si ce n'est un merci, machinalement, les mains serrées sur le fermoir argenté de son sac à main. Il y avait chez la jeune fille une sorte de calme qui intriguait Miss Marple. Non pas le vide stupéfait d'un chagrin récent, mais plutôt la retenue posée de quelqu'un qui avait déjà trop enduré,
ou qui avait encore quelque chose à cacher. Cet après-midi-là, l'atelier du tailleur de pierre restait fermé. Une note de la main d'Iris avait été apposée sur la porte en bois avec une punaise en laiton. Fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour toute question, veuillez contacter le révérend Merriweather. Miss Marple, cependant, avait mené sa propre enquête dans le petit registre en cuir qu'elle avait récupéré la veille. Elle avait attendu tard dans la soirée pour le lire attentivement, après l'avoir posé près de son fauteuil avec une théière de tisane d'églantier et le chat blotti contre ses chevilles. À première vue, le registre lui-même était banal. Date, nom des clients, note de projet. Mais c'est la dernière entrée qui la laissait perplexe. 2 avril, commande d'une plaque commémorative demandée par un donateur anonyme. Lieu, mur sud, tour Saint-Ételreda. Devise établie, mais non soumis. Puis les lourdes marques barrées, 3 lignes épaisses effaçant les mots, et en dessous, un léger gribouillage au crayon rouge, trop dangereux. Ne continuez pas, brûlez ça. Miss Marple fronça les sourcils. La maçonnerie, comprenait-elle, était rarement l'objet d'un tel drame. Qu'y avait-il de dangereux dans une plaque commémorative? Elle plia le registre et le plaça dans une petite pochette brodée qu'elle utilisait pour des bouts de dentelle et des lettres. Comme toujours, ses pensées ne tiraient pas de conclusions hâtives. Il serpentait comme le ruisseau derrière la boulangerie, lent, sinueux et finalement assez précis. Le lendemain, Miss Marple se rendit au cimetière pour sa visite matinale habituelle, sous prétexte de vérifier l'état des rosiers plantés près de la tombe de son défunt neveu. Elle salua le fossoyeur, le vieux Clem, qui ôta sa casquette et s'appuya sur sa bêche avec une prudence rhumatismale. « Terrible à propos de M. Spenlow », a-t-il déclaré. « C'était un perfectionniste, il l'était. Il n'a jamais posé la moindre pierre de travers dans sa vie. » « En effet, » dit doucement Miss Marple. « J'ai toujours admiré son travail, quel soin et quel savoir-faire. » Le vieux Clem hocha la tête. Il avait une bonne main. Cette nouvelle plaque sur le mur sud, c'était sa dernière. Je viens de la poser il y a 2 jours. « Ah oui, » dit Miss Marple en regardant vers le clocher. « J'avais entendu dire qu'on y ajoutait quelque chose. Vous devriez y jeter un œil, mademoiselle. C'est bizarre, celui-là. Pas de nom dessus. Juste un texte et une date. Et il n'a pas voulu dire qui l'avait payé. » Miss Marple le remercia et s'approcha. La plaque était simple et propre, fraîchement collée à la vieille pierre. L'inscription disait « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, 23, 2 avril 1911. Il n'y avait ni nom ni dédicace. Juste un verset et une date. Miss Marple le regarda pendant un moment, les yeux légèrement plissés. La date était passée de près de 15 ans. De retour chez elle, elle fouilla dans un vieux registre du village qu'elle conservait dans le placard du hall. Il lui avait été prêté des années auparavant par l'ancien vicaire qui admirait son sens aigu de la conservation. Après un rapide examen des entrées de 1911, elle le retrouva 2 avril 1911. Décès enregistrés. Samuel Ballinger. Cause, noyade. Enquête tenue. Jugé accidentel. Ce nom réveilla dans sa mémoire une vague odeur, comme une odeur de naphtaline provenant d'un tiroir oublié. Elle prit une note et résolut de se renseigner davantage. Pendant ce temps, l'enquête policière se déroulait selon la procédure habituelle. L'inspecteur Digby, bien que bien intentionné, était un homme de méthode plutôt que de motivation. Il a signalé au village que les résultats préliminaires suggéraient un épisode cardiaque. Aucune blessure externe, aucune toxine apparente détectée sur les lieux. En attendant l'autopsie, il n'y avait pas grand-chose qui suggère un acte criminel. Mais Miss Marple n'était toujours pas convaincue. Elle rendit visite à Iris Spenlow 2 jours plus tard, sous le prétexte aimable de lui livrer un pot de gelée de coin. La jeune femme la reçut à la porte avec la politesse vide de quelqu'un qui ne tient qu'à un fil. « Merci, Miss Marple. Vous êtes très gentille, » dit Iris en s'écartant pour la laisser entrer.
La maison Spenlow était une demeure étroite de 2 étages qui portait les caractéristiques d'une retenue tranquille. Une table en chêne poli, des napperons sous chaque vase et une légère odeur crayeuse de poussière de calcaire persistant dans les coins. « Je ne resterai pas longtemps », assura Miss Marple en posant la gelée sur le comptoir. « Je voulais seulement exprimer mes condoléances, ma chère, et peut-être poser des questions sur le travail que votre père a fait le plus récemment. Il m'est arrivé de voir la nouvelle plaque. Elle m'a semblé solennelle. » Les mains d'Iris s'arrêtèrent sur le plateau de thé. Ce n'était pas une commande habituelle. Quelqu'un a laissé un mot avec de l'argent, pas de nom. Juste le verset et la date. Père ne voulait pas le faire. Il a dit que ça lui donnait des frissons. Et pourtant il l'a fait, dit doucement Miss Marple, un léger clin d'œil. Il a dit qu'il valait mieux le finir que de le laisser à moitié fait, mais il avait l'air perturbé après. Et il y a 2 jours, je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un dans l'atelier. Un homme. Je ne voyais pas qui, mais je n'avais jamais entendu père aussi en colère. Est-ce qu'il a dit quelque chose après? Non. Iris déglutit. Juste qu'il aurait dû brûler le mot. Miss Marple se pencha en arrière, l'expression placide. Votre père a-t-il déjà mentionné un certain monsieur Samuel Ballinger? Iris parut surprise. Une seule fois, il y a des années. Il a dit qu'il travaillait sur le toit de l'église bien avant ma naissance. Il est tombé dans la rivière une nuit et s'est noyé. Ils ont dit que c'était un accident. Miss Marple se leva. Merci, Iris. Je ne vous prendrai pas plus de temps. Dehors, le soleil commençait à descendre derrière les ifs, projetant de longues ombres sur les pierres tombales. Miss Marple marchait lentement, son esprit ressassant non, vers et la longue ombre d'une noyade survenue 15 ans auparavant. Un mémorial sans nom, une commande exécutée à la hâte. Un homme qui avait tenté de brûler une page de registre et avait fini mort sous un ciel printanier. Un léger frisson s'installa dans sa poitrine. Il y avait des secrets dans ce village, des secrets anciens, refaisant doucement surface comme un corps sortant du lit de la rivière. La rivière Dove serpentait tranquillement le long de Much Dithering, ses eaux fraîches et miroitantes sous les saules bourgeonnants. Au printemps, les berges regorgeaient de myosotis et de cerfeuils sauvages, et on entendait parfois cancaner avec indignation un canard face à des offenses invisibles. Mais sous cette surface sereine, les villageois gardèrent des souvenirs troubles, certains ternis par le temps, d'autres délibérément enfouis. C'est sur cette rive, il y a 15 ans, jour pour jour, que Samuel Ballinger s'était noyé. Miss Marple avait passé la matinée dans son salon, assise près de la fenêtre donnant sur son jardin de devant bien entretenu. Sur ses genoux reposait un carnet vert en lambeaux, ses notes d'histoire locale, comme elle les appelait. Elles étaient remplies de noms, d'événements et de bribes de ragots recueillis au fil des ans. Elle les trouvait plus fiables que le bulletin paroissial et infiniment plus révélateur que tout ce que la police avait pu consigner. Elle se tourna vers la page datée avril 1911. Samuel Ballinger, maçon, célibataire, vivait au Néo 2 des Cottages Heyburn. Calme, sans histoire. Noyé près du virage nord, retrouvé par un batelier à l'aube. Rumeur d'alcool mais aucune inculpation. Enquête, décès accidentel. Ce qui attira l'attention de Miss Marple, cependant, fut une note au crayon griffonné dans la marge, une note qu'elle avait ajoutée des années après les faits mentionnés. Par Madame Beckett, blanchisseuse en 1919, Ballinger savait des choses, trop de choses. C'est pourquoi il disait que c'était la faute de la rivière. Une remarque curieuse à laquelle elle n'avait pas vraiment prêté attention sur le moment. Mais aujourd'hui, après la mort de Noël Spenlow, cela lui semblait bien plus qu'une simple promenade villageoise. C'est ainsi que Miss Marple, après un modeste petit déjeuner composé de bouillie d'avoine et de confiture de prunes, se dirigea vers Heyburn Cottage, une rangée de 3 humbles habitations nichées entre l'épicier et une chapelle abandonnée. Le numéro 2 était désormais occupé par une certaine Eunice Carrick,
une institutrice à la retraite, au regard d'ardoise et au tempérament d'archiviste. Mademoiselle Carrick y vivait depuis la fin de la guerre, mais elle se souvenait parfaitement de l'incident Ballinger. « Je n'étais qu'une jeune fille à l'époque », dit-elle à Miss Marple, l'invitant dans un étroit salon rempli de livres et de photos encadrées de personnes qui semblaient toutes vaguement déçues. Père ne nous a pas laissé approcher de la rivière pendant 1 mois après l'incident. Il disait que cela avait fait assez de victimes. « Assez de vies ?» répéta Parliament Miss Marple. « Eh bien, admit Miss Carrick, mais Père a eu un tour de théâtre. » Elle versa du thé dans 2 tasses en porcelaine ébréchée. Ils ont dit que Ballinger avait dû glisser en rentrant chez lui après le Red Hound. Mais tout le monde savait qu'il ne buvait pas. Un peu puritain, en fait. Il restait seul. Il travaillait dans l'église, réparant des gargouilles, je pense, et prenait toujours le même chemin pour rentrer chez lui. Miss Marple remuait doucement son thé. Était-il proche de quelqu'un? Oh non. Sauf peut-être cette étrange amitié avec George Brattle, le vieux verger. Mais Brattle est décédé il y a des années. Et à bien y penser, elle fit une pause. Il était assez proche d'une fille de l'atelier de couturière. Kathleen? Oui, Kathleen Draycott, une cousine de la veuve, Ursula Draycott. Mais cela n'a abouti à rien, je crois. Elle a quitté le village, peu de temps après la noyade. Miss Marple a caché ce nom, Kathleen Draycott, partie depuis longtemps, mais peut-être pas oubliée. Cet après-midi-là, l'inspecteur Digby revint, cette fois plus déterminé. Le rapport du coroner était laconique. Bien que la cause précise du décès fût un infarctus du myocarde, une légère trace de digital avait été trouvée dans le sang de Spenlow, un dérivé de la digitale, couramment utilisé pour traiter les maladies cardiaques, mais mortelles à dosage incorrect. Ça aurait pu être un accident, a dit Digby au révérend Merriweather lors d'un déjeuner dans le jardin du presbytère, ou un suicide. Mais la dose dépassait légèrement le seuil létal. Un homme comme Spenlow n'aurait jamais pu deviner. Miss Marple, qui était passée par hasard avec un échantillon de ses biscuits aux amandes, un modeste merci pour votre splendide sermon de la semaine dernière, était assise modestement à côté du treillis de roses, les yeux baissés et les doigts légèrement saupoudrés de farine. « Monsieur Spenlow avait-il l'habitude de prendre des médicaments » demanda-t-elle doucement. « Je n'en suis pas au courant, a déclaré le vicaire. Il a toujours été terriblement fier de sa constitution. Il se vantait de n'avoir pas vu de médecin depuis plus de 5 ans. Murmura Miss Marple. « Et si l'on devait administrer une telle substance, cela ne nécessiterait-il pas une connaissance des dosages et de la propre santé de Spenlow ?» Digby la regarda. « Oui, ou quelqu'un d'imprudent et assez chanceux pour se tromper. Mais si c'était délibéré, poursuivit Miss Marple, il leur faudrait une opportunité, et l'accès à la substance elle-même. » Digby soupira, ce qui le réduit à environ la moitié du village. La digitaline pousse à l'état sauvage dans les champs derrière le presbytère. Les gens fabriquent des teintures pour toutes sortes de maladies. La conversation dériva ensuite vers le banal, mais l'esprit de Miss Marple resta fixé. Un poison assez subtil pour imiter une mort naturelle. Un mémorial portant la date d'une ancienne noyade. Une fille trop posée. Une page trop violemment raturée. La forme de quelque chose de sombre se formait, bien que toujours hors de sa portée. Plus tard dans la soirée, sous un ciel lavande pâle, Miss Marple se promena de nouveau jusqu'au cimetière. Cette fois, elle a apporté avec elle une page pliée de son ancien album, une coupure de presse du courrier très hésitant, datée d'avril 1911, noyade d'un tailleur local, Samuel Ballinger, trouvé mort dans la rivière figure bien connue. De la restauration locale, M. Ballinger a été découvert au petit matin par le batelier Wilf Toombs. Aucun signe d'acte criminel n'a été décelé. M. Ballinger effectuait des travaux de réparation sur le clocher sud. Des funérailles privées auront lieu. Une curieuse absence de détails. Aucune mention de la famille. Aucune mention des amis. Elle était encore en train de lire lorsqu'elle entendit une voix derrière elle.
Vous semblez venir souvent ici. » C'était Geoffrey Pike, le fils du notaire, grand, soigné et l'air légèrement agité. Miss Marple se retourna avec un sourire aimable. « Oh, bonsoir, Monsieur Pike. Le cimetière est un lieu de réflexion tranquille et de souvenirs. La plupart des gens l'évitent après le coucher du soleil. Peut-être que la plupart des gens n'aiment pas se souvenir, dit-elle doucement. Il eut un petit rire. Iris ne l'est pas, c'est sûr. Miss Marple pencha la tête. « Tu la connais bien ?»« Nous avons parlé, dit-il évasivement. J'ai essayé d'aider après la mort de son père, mais elle a érigé des murs. Je suppose que c'est normal. Vous êtes assez attentionné pour quelqu'un qui la connaissait à peine il y a un mois, observa Miss Marple d'un ton léger. Il rougit. En fait, nous nous sommes rencontrés l'année dernière. Elle était différente à l'époque, moins réservée. Je me suis dit, eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Mais c'est possible, dit-elle d'une voix douce. T'a-t-elle déjà parlé de la plaque de l'église? Ou pourquoi son père était inquiet? Geoffrey parut soudain mal à l'aise. Seulement que quelqu'un avait laissé une enveloppe scellée avec des instructions, pas de nom. Juste l'inscription et de l'argent. J'ai proposé de l'aider à la retrouver, mais M. Spenlow lui a dit de ne pas le faire. Il a dit qu'il valait mieux ne pas la toucher. Je me demande, dit Miss Marple à voix basse, si c'est un jour vrai, que quelque chose de sombre et d'enfoui puisse rester sous terre. Il ne dit rien et elle laissa parler le silence. Cette nuit-là, alors que les lumières du village s'éteignaient une à une, Miss Marple rentra chez elle et plaça le registre de l'église, la coupure de presse et le registre du tailleur de Pierre côte à côte sur son bureau. Elle examina à nouveau la date, 2 avril 1911. Et puis elle a écrit sur un nouveau morceau de papier « Rends visite à Ursula Draycott. Demande des nouvelles de ta cousine Kathleen. » Le passé, sentait-elle, n'en avait pas encore fini avec Mudge Dithering. Et la vérité non plus. Le lendemain de sa conversation crépusculaire avec Geoffrey Pike, Miss Marple se leva tôt. L'air était chargé d'une odeur de jonquille, et une légère brume s'attardait sur les haies comme le souffle d'un miroir. Les oiseaux voltiguaient entre les arbres aux membres nus, leur chant hésitant, comme s'ils attendaient de voir quel genre de jour cela allait devenir. Dans son salon, Miss Marple était assise avec son thé du matin, une tranche de gâteau, aux graines et son papier à lettres. Elle a révisé sa dernière entrée. Rendez visite à Madame Ursula Draycott. Sujet, Kathleen Draycott, lien avec Samuel Ballinger. Ursula Draycott, veuve depuis près de 15 ans, était une figure emblématique de Mudge Dithering. Elle était largement considérée comme serviable et redoutable, une excellente boulangère, une organisatrice paroissiale infatigable et une femme qui voyait tout, même lorsqu'elle faisait semblant de ne rien voir. Miss Marple avait depuis longtemps observé que les secrets les plus dangereux d'un village appartenaient rarement aux plus grandes gueules. Qu'ils reposaient plutôt sur ceux qui savaient organiser le silence. Elle arriva à Rose Cottage peu après 10 heures. C'était une maison modeste, joliment entretenue, avec des roses en treillis qui ne s'étaient pas encore réveillées pour le printemps. Ursula a ouvert la porte avec un cardigan bleu pâle et un collier de perles, ses cheveux argentés enroulés en un chignon impeccable. « Jeanne !» s'exclama-t-elle avec un sourire cordial. « Entrez. Je viens de sortir des petits pains au four, et ils ne sont pas du tout mauvais, si je puis dire. »« Je n'oserais pas refuser, » dit chaleureusement Miss Marple. « Tu as toujours eu une meilleure main pour les petits pains que moi. » Ils étaient assis dans un salon baigné de soleil, rempli de tissus d'ameublement fleuris et de verres encadrés, au point de croix. L'odeur de cannelle et de clous de girofle flottait dans l'air, réconfortante. Miss Marple laissa la conversation dériver pendant un moment. Compliments sur le jardin, demande de renseignements sur une nièce éloignée, avant de diriger la conversation doucement mais sûrement. « Hier, je me suis souvenu d'un ancien nom, » dit-elle après une pause. « Kathleen Draycott, votre cousine, je crois. » L'expression d'Ursula ne changea pas,
mais sa main se resserra légèrement sur sa tasse de thé. Oui, Kathleen. Mon Dieu. Cela remonte loin. Elle a quitté Much Dithering en... Ça devait être en 2011 ou 2012. Si peu de temps après la noyade de Samuel Ballinger, demanda Miss Marple à voix basse. Une pause. Eh bien, oui, je suppose que c'était peu de temps après. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu un lien, a déclaré Ursula, les yeux fixes. Ils se connaissaient, bien sûr. Tout le monde l'était dans un village de cette taille. Mais Kathleen, c'était une fille délicate, trop délicate pour la vie de village. Elle travaillait chez la couturière, n'est-ce pas? Elle l'a fait, a déclaré Ursula, même si son cœur n'y était pas. Elle était agitée, même lorsqu'elle était petite. Elle rêvait de théâtre londonien, de théâtre et d'excitation. Elle était très belle, vous savez, ce genre de beauté qui attire l'attention, qu'elle le veuille ou non. A-t-elle déjà parlé de Samuel en particulier? Ursula hésita, puis se pencha en arrière et croisa les mains. Il y a eu des chuchotements, rien que je puisse confirmer. Ma tante, sa mère, était terriblement stricte. S'il y avait eu une indiscrétion, Kathleen aurait été renvoyée en disgrâce. Mais je ne pense pas qu'on en soit arrivé là. Mais il y avait de l'affection entre eux? Je crois que oui. Elle l'admirait. Il était différent. Discret, mais très stable. Elle lui faisait confiance. Miss Marple baissa les yeux sur son assiette. Et quand il s'est noyé? Elle est partie au bout de quelques semaines, dit simplement Ursula. J'ai fait un sac, j'ai pris un train pour Londres. Nous n'avons reçu que 2 lettres d'elle par la suite. La deuxième disait qu'elle quittait l'Angleterre pour la France. Puis, plus rien. Miss Marple sirotait lentement son thé. Ta cousine avait-elle des ennemis? Quelqu'un qui désapprouvait son attachement à Samuel? Les lèvres d'Ursula se pressèrent. Il y avait des tensions, oui. Certains pensaient que Samuel n'était pas fait pour eux. Pas à cause de son passé remarqué, mais à cause de ce qu'il savait. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'Église et le presbytère. Il manipulait des documents, enfermait des objets dans des cryptes, effectuait des restaurations sur des tablettes. Il était silencieux mais pas aveugle. Il m'a dit un jour qu'il avait vu quelque chose qui n'était pas destiné à être vu. Je pensais que ce n'était que du bavardage. Mais une semaine plus tard, il était mort. Miss Marple leva les yeux. Qu'a-t-il dit exactement? Il a dit « Il y a plus d'ossements enterrés dans les murs de l'église que des ossements. » C'est tout. Puis il s'est tu. Un silence passa entre eux. Au bout d'un moment, Miss Marple se leva pour partir. « Merci, Ursula. Tu m'as été d'une aide précieuse, plus que tu ne le penses. » Alors qu'elle rentrait chez elle, les morceaux se réorganisèrent dans son esprit comme des fragments d'une mosaïque de carreaux brisés. Samuel Ballinger, travaillant dans les cryptes de l'église, a découvert quelque chose. Quelque chose, ou quelqu'un voulait le cacher. Une plaque commémorative érigée des années plus tard comme pour expier ou menacer. Une fille trop calme, un registre trop calciné. Et Kathleen, disparue sans laisser de traces. Cet après-midi-là, tandis que le soleil réchauffait les pavés de la rue principale, mademoiselle Marple décida de rendre une nouvelle visite, cette fois au bureau paroissial. Le révérend Merriweather était à l'intérieur, triant son courrier à son grand bureau en chêne. L'air sentait la cire de bougie et l'encre. Miss Marple, un plaisir, comme toujours. Je me demande si je pourrais jeter un œil au registre de restauration de l'église. Ça depuis 1911, a-t-elle demandé poliment. J'aide à rédiger des notes pour la prochaine brochure sur l'histoire du village. Le vicaire cligna des yeux. Oh, eh bien oui, bien sûr. Ils sont conservés dans le placard de classement arrière. Il prit un classeur en cuir usé et le plaça devant elle. À l'intérieur, les entrées étaient soignées et minimales. Mars 1911, début de la restauration du clocher. Superviseur S. Ballinger, 6 avril, travaux sur le mur sud. 2 avril, arrêt des travaux. Décès de Ballinger annoncé. 3 avril, note du vicaire, sécuriser les registres et l'accès à la crypte sud, verrouiller la sacristie jusqu'à
Un nouvel ordre. Miss Marple tapota doucement du doigt cette dernière ligne. « Curieux, dit-elle à voix haute. « Qu'est-ce que » demanda le vicaire en regardant par-dessus. « Cette entrée, dit-elle d'une voix douce. « Une décision de fermer l'accès. À la crypte le lendemain de la mort de Ballinger. Aucune explication, aucune autre note. On pourrait presque imaginer que la décision a été prise à la hâte. » Le vicaire parut mal à l'aise. C'était avant mon arrivée, bien sûr, mais je me souviens avoir entendu parler de problèmes structurels. Ma main. Peut-être. Elle ferma le classeur. Je me demande, révérend, est-ce que quelqu'un s'est trouvé dans cette section de l'église depuis? La sacristie? Plus depuis des années. La porte est toujours verrouillée. Nous n'utilisons que le côté le plus récent pour le rangement. Puis-je le voir? Il hésita. Eh bien, oui, si tu veux. Ce n'est plus que poussière et ombre maintenant. Ils traversèrent la nef et il ouvrit une étroite porte en bois. À l'intérieur, la sacristie sentait la vieille pierre et le parchemin sec. Au fond, se dressait un petit portail en fer, cadenassé. Cela mène à la crypte sud, d'origine, a expliqué le vicaire. Elle n'a pas été ouverte depuis 1911. Miss Marple fixait la porte et à la plaque de laiton au-dessus, nouvellement polie par le temps et la lumière du soleil filtrant à travers le vitrail, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le même verset, elle a quitté l'Église l'esprit en ébullition. Quelqu'un avait tenté d'effacer le passé. Quelqu'un d'autre avait essayé de le marquer, et l'un d'eux peut-être avait tué pour garder le silence. Alors qu'elle rentrait chez elle sous le doux tintement des carillons du clocher, Miss Marple savait que la prochaine étape nécessiterait de la prudence. Le secret caché derrière cette porte n'était pas resté enfoui. Pas entièrement, et quelqu'un, peut-être plus d'un, regardait toujours. Ce soir-là, le vent tourna, apportant avec lui une légère odeur de terre humide et le murmure de la promesse de pluie. Much Dithering, malgré son apparence joyeuse, salon de thé, ais bien rangé et rideaux de dentelle raffinée, semblait étrangement instable. Un village à ses humeurs, tout comme les gens, remarquait souvent Miss Marple, et aujourd'hui il était empreint d'une profonde introspection. Miss Marple elle-même était rentrée chez elle après sa visite à la sacristie et s'était assise dans son fauteuil avec un petit feu vacillant doucement dans la cheminée. La bouilloire bouillait dans la cuisine voisine. Elle avait sorti une fois de plus le cahier relié en cuir du tailleur de pierre et, les lunettes basses sur le nez, elle avait recommencé à tourner les pages, cette fois avec un regard neuf. Il y avait quelque chose d'étrangement troublant dans les dernières entrées. Non seulement la violente rayure de la mystérieuse commande de plaque, mais aussi la structure des notes précédentes. Des emplois brusquement annulés, des noms censurés d'une manière qui suggérait plus qu'une simple efficacité administrative. Le même crayon rouge soulignait 3 entrées, toutes datées du 1er avril environ 30 mars. Gravure demandée par Saturn. Suspendu pour 1er avril. Commande du Mémorial S. Ballinger. Ton omis ultérieurement. Anonyme, Punk 2 avril. Note finale. Trop dangereux, ne continuez pas. Brûlez ceci. Miss Marple inspira légèrement. Mémorial. S. Ballinger. On avait failli le dire d'emblée. Quelqu'un avait voulu une stèle pour le tailleur de pierre mort depuis longtemps, puis avait changé d'avis, pris d'une urgence paniquée. Mais qui? Et plus intrigant, pourquoi maintenant? Elle prit le journal de sa maison et retourna à l'entrée écrite une semaine avant la mort de Spenlow. Une simple ligne tirée de ses notes quotidiennes du village. 28 mars. Postman rapporte avoir reçu 3 enveloppes non signées pour Spenlow. Le tout remis en main propre. Le tout sans marque mais scellé. Une semaine plus tard, le tailleur de pierre était mort. L'esprit de Miss Marple s'attardait sur les marques au crayon rouge. Elle les avait déjà vues, au dos d'un vieux livre de contes paroissial où le même crayon rouge avait été utilisé pour marquer les modifications apportées lors des rénovations de l'église en 1911. Après tout, l'écriture manuscrite d'une personne
était aussi distincte qu'une empreinte digitale. Et Miss Marple, qui avait passé sa vie à déchiffrer les notes et les lettres de nièces oublieuses, de commerçants suffisants et de voisins menteurs, pouvait clairement voir la tendance. La main était celle de quelqu'un de plus âgé, méticuleux et effrayé. Elle ferma doucement le registre et se rassit. Il ne restait dans le village qu'un seul homme, qui était assez âgé pour participer aux travaux de l'église de 1911 et qui avait encore la clarté d'esprit nécessaire pour se souvenir. Le vieux Clem, le fossoyeur. Le lendemain matin, Miss Marple le trouva dans la cour sud de l'église, penché sur un chandelier tenace. Ses mouvements étaient lents mais réguliers, et sa pelle appuyée contre la pierre tombale d'un vicaire, oublié depuis longtemps. « Eh bien, dit-il en se redressant avec un grognement, si ce n'est pas Miss Marple, vous avez l'étape d'une question à votre place aujourd'hui. » Miss Marple sourit. « Vous avez toujours eu l'oreille poétique, monsieur Clément, et vous avez tout à fait raison. J'ai une ou deux questions à vous poser. » Il rit. « Allez alors. Il me reste quelques minutes, avant que la mousse ne remporte cette manche. » Elle lui a montré une copie qu'elle avait faite de l'écriture finale du grand livre, avec le gribouillage au crayon rouge. « Reconnaissez-vous cette main ?» elle a demandé. Le vieux Clem l'étudiait, les sourcils froncés. « Oui, dit-il, après un moment. C'est la marque du révérend Country, sans aucun doute. Il utilisait toujours le rouge pour les affaires urgentes. Il disait que ça se détachait sur la poussière. » Miss Marple cligna des yeux. « Révérend Country, le vicaire qui a servi avant Merryweather ?»« C'est lui. Il a quitté le village en 2013. Il a commencé à travailler comme missionnaire part au Caire, paraît-il. Mais pourquoi aurait-il inscrit ce registre? Spenlow n'a hérité de l'atelier qu'après le décès de son père en 1926. Clem se gratta le menton. Alors peut-être que ce n'était pas le grand livre de Spenlow à l'origine. Son père conservait toutes ses notes dans un seul et même cahier. Ça ne me surprendrait pas que Noël hérite du même et continue à l'utiliser. Qui ne gaspille rien n'en manque pas. Miss Marple fut prise de vertige. Cela expliquait l'âge du livre. Et si le révérend Country y avait effectivement écrit, l'avertissement avait été donné. Au moment de la mort de Ballinger là. Commande de la plaque doit être venue à ce moment-là, et non pas récemment. Ce qui voulait dire, la plaque qui repose désormais sur de la pierre fraîche avait été planifiée il y a 15 ans, mais jamais achevée. Et quelqu'un, quelques jours avant la mort de Spenlow, l'avait exhorté, peut-être anonymement, à terminer ce qui avait été abandonné. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple se rendit au cabinet du notaire local. C'était un élégant bâtiment en briques au bord de la rue principale où la famille Pike exerçait le droit depuis 3 générations. À l'intérieur, elle trouva le jeune Pike, Geoffrey, seul à son bureau, en train de trier une liasse de documents successoraux. Il leva les yeux, surpris, mais pas mécontent. « Mademoiselle Marple, que me vaut cet honneur? J'espérais que vous pourriez m'aider à clarifier une question juridique concernant les dons historiques à l'Église, notamment ceux qui prévoient des monuments commémoratifs. » Geoffrey haussa un sourcil, mais acquiesça. « Certainement. Voudriez-vous vous asseoir ?» Elle l'a fait et ensemble, ils ont examiné plusieurs dossiers de dons qu'il avait sortis du placard derrière son bureau. Après 10 minutes de recherche, Miss Marple tomba sur une enveloppe étroite, jaunie et sèche avec le temps. Elle avait été déposée sous « Bienfait non signé 1911-1912 ». À l'intérieur se trouvait une courte note dactylographiée. À qui cela peut concerner? Les fonds ci-joints sont destinés à commémorer une vie injustement terminée le 2 avril 1911. Utilisez le verset fourni et ne nommez pas les morts. La vérité se cache derrière la porte sud. Scellez-la si vous le devez. Les péchés des vivants ne devraient pas retomber sur les morts. Pas de signature, pas d'initiale, mais attaché à la note se trouvait un bout de papier avec la marque familière au crayon rouge, une seule ligne tracée sous le verset et un léger gribouillage en marge de la main du révérend Country. Pas sûr,
doit s'arrêter. Miss. Marple posa doucement le papier sur le bureau. J'imagine que vous n'avez rien vu de tel. Le visage de Geoffrey était pâle. Non. Mais j'ai entendu des histoires. Mon grand-père marmonnait des choses quand il pensait que personne ne l'écoutait, que l'Église détenait des secrets plus anciens que les pierres tombales. Peut-être. Pas plus vieux, dit Miss Marple en pliant le papier, mais certainement plus lourd. Elle se leva et le remercia, son esprit brûlant d'une nouvelle clarté. Si la plaque originale avait été réduite au silence en 1911, supprimée par Cantry, alors quelqu'un avait récemment tenté de la ressusciter. Peut-être par culpabilité, peut-être par peur. Et Noel Spenlow, héritier du vieux registre et de ses secrets, avait été persuadé ou contraint de terminer le travail. Et pour cela, il était mort. Alors que le crépuscule revenait sur Much Dithering, Miss Marple était assise avec son tricot près du feu. Le cliquetis régulier des aiguilles faisait écho à ses calculs intérieurs. Qui, se demanda-t-elle, avait envoyé l'enveloppe originale en 1911? Qui avait renouvelé la commission en 1926? Et le plus urgent, qui l'avait relancée maintenant? La réponse, pensait-elle, ne résidait pas dans la plaque de pierre elle-même, mais dans ce qui avait été autrefois caché, peut-être derrière la porte sud de la crypte. Ballinger l'avait vu, Spenlow l'a peut-être découvert, et la personne qui craignait le plus qu'elle soit exposée avait frappé la première. Mais le passé avait tendance à revenir, pensa-t-elle, même scellé dans la pierre, surtout alors. Le lendemain matin, une lourde brume se leva. Un ciel gris et bas planait sur Much Dithering, ternissant la gaieté habituelle du village. Les moutons du pâturage inférieur bêlaient sans enthousiasme, et même le sifflement du facteur semblait étouffé par l'air. Miss Marple, cependant, ressentait une clarté qui tranchait le brouillard. Au cours des derniers jours, les fragments du mystère avaient commencé à se creuser, formant un ensemble cohérent, quoique incomplet. Nom et date avaient surgi comme une encre pâle sous l'eau. Les mêmes personnes persistaient dans les marges. Samuel Ballinger, le tailleur de pierre oubliée, le révérend Cantry, le curé prudent qui avait scellé le passé, et Noel Spenlow, mort en essayant ou refusant de le ressusciter. Mais quelqu'un d'autre surveillait depuis le début. Quelqu'un qui a envoyé des enveloppes anonymes. Quelqu'un qui voulait que la plaque soit restaurée après toutes ces années. Et quelqu'un qui craignait ce qui pourrait se trouver derrière la porte sud de la crypte. C'est précisément là que se trouvait Miss Marple. La porte sud se dressait devant elle, dans la sacristie immobile, du fer froid serti dans la pierre, sombre, son cadenas rouillé mais solide. Une légère odeur de vieux calcaire flottait dans l'air. Derrière lui se trouvait un passage longtemps scellé, un endroit dont peu se souvenaient, et encore moins avaient osé revenir. Le révérend Merriweather se tenait à côté d'elle, la mâchoire crispée et réticente. « Êtes-vous certaine que c'est nécessaire, Miss Marple ?»« Pas encore, révérend, » répondit-elle doucement. « Mais c'est inévitable. » Il soupira et lui tendit sa la clé en fer, récupérée ce matin-là dans le long tiroir rempli de bibelots de l'église. « J'espère que ce n'est pas seulement pour satisfaire la curiosité du village. »« Non, » dit Miss Marple d'une voix basse et ferme, « c'est pour éviter un autre décès. » La clé tourna avec un gémissement réticent. Le portail s'ouvrit sur des charnières rigides. La poussière s'éleva en un nuage pâle alors qu'ils entraient, leur lanterne projetant une lumière dorée sur la pierre moite. L'air était froid et fermé. Ils avancèrent lentement dans un couloir étroit, bordé d'étagères désaffectées. Au-delà, une pièce exiguë s'ouvrait. Il faisait autrefois partie de l'ancienne crypte, il y a peut-être des siècles, désormais inutilisée depuis longtemps. Miss Marple a balayé la lumière sur le sol, notant des outils éparpillés, des restes de maçonnerie et autre chose. Dans le coin le plus éloigné, à moitié dissimulé sous une toile, se trouvait une dalle de pierre. La poussière qui la recouvrait était plus fine que prévu, comme si quelqu'un l'avait récemment dérangée. Miss Marple s'accroupit prudemment.
La dalle portait une inscription usée, à la mémoire S.B. Une vie terminée en silence, mais non sans témoin, il n'y avait aucune date, aucune autre inscription. Mais les initiales ne laissaient planer aucun doute. Samuel Ballinger. Miss Marple passa un doigt sur les lettres, son front froncé dans une réflexion silencieuse. Le révérend Merriweather se tenait derrière elle, les bras croisés fermement. « Je ne savais pas que c'était ici, a-t-il déclaré. « Parce que quelqu'un voulait qu'on l'oublie, a-t-elle répondu. Et peut-être que quelqu'un d'autre l'a retrouvée récemment. Elle se leva et épousseta sa jupe. Son regard tomba sur une caisse en bois à proximité, à moitié enfouie sous de vieux sacs de mortier. À l'intérieur se trouvaient des truelles rouillées, des chiffons de lin pliés, et plus grave encore, une enveloppe brune scellée et marquée de cire rouge. Miss Marple le prit avec soin, examinant le sceau intact. Le dos portait un léger gribouillage, à ouvrir uniquement en cas de confession ou de décès. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle glissait l'enveloppe dans son sac à main. Elle ne l'ouvrirait pas ici, pas encore, pas sans réfléchir. « Je pense qu'on devrait refermer la porte, » dit-elle doucement, « mais pas pour préserver le secret cette fois, pour préserver l'intimité. » Le révérend Merriweather obéit, sans poser de questions, même s'il paraissait aussi pâle que les murs de pierre calcaire. En début d'après-midi, la brume s'était dissipée, mais le silence régnait dans le village. Les conversations autour de l'épicerie et du bureau de poste s'étaient tues. L'excitation suscitée par la mort soudaine de Noel Spenlow avait laissé place à l'inconfort. La suspicion flottait dans l'air comme de la cendre. Au bord du green, Geoffrey Pike arpentait le bureau du notaire. Sa cravate était de travers et son attitude était agitée. À l'approche de Miss Marple, il s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu quelque chose ?» dit-il. « En effet, » répondit-elle. « Mais j'aimerais aussi demander quelque chose. » Il baissa les yeux. « Vas-y, quand avez-vous entendu parler de la plaque pour la première fois ?» Sa mâchoire se serra. Iris me l'a dit le lendemain de la mort de son père. Elle a trouvé le grand livre ouvert sur l'établi de l'atelier et l'enveloppe à côté. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle avait peur. Est-ce qu'elle l'a dit à quelqu'un d'autre? Non, seulement moi. Elle me faisait confiance. Il marqua une pause, puis ajouta « Du moins, je le croyais. » Miss Marple l'étudia. « Un moment, tu tiens à elle. »« Oui. » « Assez pour la protéger, même contre les soupçons ?» Le regard de Geoffrey vacilla. « Je la protégerai de n'importe quoi, » dit-il doucement. « Mais je n'ai pas empoisonné Noel Spenlow, si c'est ce que vous pensez. »« Je pense, » dit Miss Marple, « que des secrets comme celui-ci font des protecteurs des conspirateurs, même s'ils ne le veulent pas. » Elle fouilla dans son sac et sortit l'enveloppe de la crypte. « Je crois que cela appartenait à Samuel Ballinger. Je crois qu'il l'a laissé à quelqu'un qui n'a jamais eu le courage de le lire. » Geoffrey déglutit. « Qu'est-ce qu'il y a dedans? »« Je ne sais pas encore, » dit Miss Marple. « Mais je pense que cela nous dira qui craignait la vérité et qui a finalement voulu la dire. » Ce soir-là, après que le feu eut été attisé et les rideaux tirés contre le crépuscule qui s'épaississait, Miss Marple s'assit seule et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, soigneusement pliée. « Hier avril 1911, au révérend Cantry, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. » Le mur derrière la sacristie a été ouvert, et le document scellé comme indiqué. Mais j'ai vu ce que je n'étais jamais censé voir. Le testament porte une fausse signature. L'acte de succession est contrefait. La propriété n'a jamais appartenu à la famille Brattle. C'était destiné à un autre. Je ne peux pas rester silencieux. Je parlerai au bureau de l'évêque à moins que l'Église ne corrige le problème. Cette terre est consacrée, tout comme la vérité. Samuel Ballinger. Miss Marple regardait ces mots, le souffle coupé. Ce n'était pas un secret romantique. Ce n'était pas du chantage. C'était de la terre. Possession. Un faux testament scellé derrière les murs de l'Église. Et quelqu'un, probablement George Brattle ou l'un de ses descendants, avait fait tout ce qui était nécessaire pour que cela reste caché, y compris le meurtre. Ballinger avait menacé de révéler un faux héritage,
Il s'est noyé dans la journée. Et maintenant, des années plus tard, quelqu'un avait voulu révéler la vérité. Mais Noel Spenlow avait hésité, peut-être mis en garde, peut-être menacé. Et lui aussi était mort. Miss Marple plia la lettre et la posa à côté de sa tasse de thé. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, une légère crépitation contre la vitre. Elle resta longtemps assise en silence, regardant le feu crépiter, tricotant intact sur ses genoux. La vérité était proche désormais. Elle pouvait le sentir, dans le calme, mais le test final restait encore à venir. Quelqu'un dans Much Dithering savait qu'elle en avait découvert trop, et ils agiraient bientôt. Il était presque minuit lorsque Miss Marple éteignit la dernière lampe de son salon. La pluie, qui avait commencé comme un crépitement chuchotant, fouettait maintenant les fenêtres avec une fureur constante. La majeure partie de Much Dithering restait silencieuse sous la tempête, les volets fermés, les lumières tamisées, les cheminées respirant blanches dans l'obscurité. Mais toutes les maisons ne dormaient pas. Dans une modeste pièce au-dessus du cabinet du notaire, Geoffrey Pike était assis à son bureau, les pages d'un volume du cadastre ouvertes devant lui. Ses yeux étaient rouges de lecture, mais ses mains bougeaient avec régularité, tandis qu'il feuilletait les entrées, à la recherche d'un élément enfoui sous des décennies de transferts, d'acquisitions et d'héritage. L'enveloppe que Miss Marple lui avait montrée, la lettre de Samuel Ballinger, l'avait perturbé bien plus qu'il ne l'avait laissé paraître. Un testament falsifié, un bien transféré illégalement, et un homme réduit au silence parce qu'il en a eu connaissance. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et regarda par la fenêtre. La tempête a brouillé la lueur du réverbère, dessinant des stries dorées sur la vitre. Dans le reflet, son visage paraissait plus vieux que son âge, et pourtant, il était là. 1908. Testament d'Elizabeth Cartwright, veuve. L'ensemble du domaine et les terres adjacentes sont légués à mademoiselle Kathleen Draycott, 909, addendum découvert. Propriété maintenant transférée à monsieur George Brattle, verger. Exécuteur testamentaire. Révérend Edwin Country. Témoin, G. Brattle S. Ballinger. Geoffrey fronça les sourcils. Les deux signatures sur l'addenda avaient été écrites avec une encre différente, plus foncée, plus épaisse. Et l'écriture de Ballinger était moins fluide, presque artificielle. Il prit sa feuille de comparaison, sur laquelle il avait fait des copies de la signature confirmée de Ballinger, provenant de contrats précédents. Un mariage parfait, mais trop parfait. Les lignes étaient identiques, les traits uniformes, la pente la même, un traçage. Quelqu'un avait utilisé un modèle. Le nom de Ballinger avait été falsifié. Geoffrey ferma le registre en frissonnant. Si l'intuition de Miss Marple était exacte, et c'était presque toujours le cas, alors le transfert de propriété à la famille Brattle était un mensonge, et cela signifiait que Kathleen Draycott était l'héritière légitime. Une jeune femme rejetée, réduite au silence et chassée du village. Et peut-être Samuel Ballinger l'avait-il suffisamment aimée pour le lui dire. Et puis, en quelques jours, il était mort. Geoffrey se leva et se dirigea vers le foyer. Le feu s'était réduit à l'état de braise, mais la chaleur des braises pulsait encore faiblement. Dehors, l'orage grondait avec le tonnerre. Il était temps, pensait-il, d'arrêter de se cacher derrière des dénégations polies. Il reparlerait à Miss Marple dans la matinée. Ils iraient voir l'inspecteur Digby avec la lettre, le faux testament et la crypte cachée. Il était temps de connaître la vérité. Il attrapa son manteau et fit une pause. Un coup, pas fort, pas hésitant, juste un coup doux et délibéré, à la porte d'entrée en bas. Geoffrey jeta un coup d'œil à l'horloge. 12h30, un deuxième coup, 3 coups cette fois, sans se presser. Il descendit lentement l'escalier grinçant. Au pied des marches, il hésita de nouveau. À travers la vitre dépolie de la porte d'entrée, il aperçut une ombre, légère, immobile. Il a ouvert la porte. « Mademoiselle Spenlow » dit-il. Chat étonné, Iris se tenait là, trempée par la pluie.
son manteau accroché à sa silhouette étroite, les yeux écarquillés et sombres sous la lumière du porche. « Je ne savais pas où aller, » murmura-t-elle. Geoffrey s'écarta. « Entrez, vous allez attraper la mort. » Elle entra sans un mot, le frôlant avec un frisson. Le lendemain matin, Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, étalant soigneusement une couche de miel sur du pain grillé. La pluie avait cessé et un léger brouillard s'accrochait au toit comme un souffle sur du verre froid. Les nouvelles du village circulaient déjà, lentement, prudemment. Dame Draycott s'était effondrée pendant la nuit. Sa femme de chambre l'avait trouvée à l'aube, affalée au bureau de son salon, une carafe de cognac à moitié vide à son coude. « Elle n'est pas morte, la pauvre », avait dit à Miss Marple, la femme de l'épicier à travers la vitrine. Mais elle ne se réveille pas encore. Le docteur Pierce dit que c'est de l'épuisement ou de la nervosité. Miss Marple écouta sans faire de commentaires, paya sa marmelade et rentra chez elle à son rythme habituel. En vérité, elle en avait déjà deviné la cause. Choc ou peur, peut-être les deux. De retour dans son salon, elle posa les courses sur le comptoir et sortit à nouveau l'enveloppe. Elle déplia la lettre de Samuel Ballinger et relut la dernière ligne. La terre est consacrée, la vérité aussi. Elle fixa le feu pendant un long moment, puis se dirigea vers son bureau et choisit « Une carte à l'inspecteur Digby. Je crois que la sacristie sud scellée devrait être rouverte, avec témoins. Je suis convaincu que vous y trouverez non seulement les ossements d'un maçon oublié, mais aussi une vérité longtemps enfouie qui pourrait expliquer sa mort et celle de M. Spenlow. » Elle a envoyé la note par l'intermédiaire du jeune Freddy, Pargeter, qui faisait des courses pour le village en échange de 6 pence et d'une promesse de caramel. À midi, l'inspecteur Digby était arrivé. « Vous feriez mieux d'avoir raison, Miss Marple, » dit-il en fronçant les sourcils, alors qu'elle lui remettait à la fois le faux testament et les aveux de Ballinger. « Vous accusez un responsable de l'église de fraude et au moins un homme. »« De meurtre ? Je n'accuse personne, inspecteur, » dit-elle doucement. « J'attire simplement votre attention sur une série d'événements et sur une peur qui plane sur ce village depuis 15 ans. » Digby se frotta la mâchoire. « Et vous pensez que quelqu'un voulait que cette plaque soit restaurée maintenant pour enfin l'exposer ? »« Oui, » dit-elle, « et quelqu'un d'autre, qui était complice ou dont le nom de famille était, a veillé à ce que toute personne impliquée soit réduite au silence. » Elle fit une pause, puis ajouta « Tu devrais parler à Iris Spenlow. » Digby haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je soupçonne qu'elle sait que son père n'a pas été le premier à mourir parce qu'il en savait trop. Mais elle sait peut-être aussi qu'il a poussé à terminer la plaque et qu'il l'a prévenu de ne pas le faire. » Au cabinet de l'avocat, Iris était assise dans le fauteuil de Geoffrey Pike, enveloppée dans une couverture sèche, regardant la cheminée. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, » dit-elle doucement, la voix rauque à cause de la tempête et des heures d'insomnie. Geoffrey était assis en face d'elle. « Vous devez tout dire à Miss Marple et à la police. Si votre père a été contraint, ce n'était pas de la coercition, » murmura-t-elle. « C'était de la culpabilité. » Elle leva les yeux vers lui. « On ne sait jamais ce que c'est. Que de tomber sur quelque chose qu'on n'était pas censé lire. J'ai trouvé le registre il y a 3 semaines, la page barrée, l'enveloppe cachée derrière le tiroir. Il a dû oublier de la brûler. Et puis, l'enveloppe est arrivée. Pas de nom, juste de l'argent, des instructions et un rappel. Ce qui a été commencé doit être terminé. » Il savait ce que cela signifiait, et il a commencé à faire des cauchemars, se réveiller en sueur froide. Geoffrey déglutit. Pourquoi n'est-il pas allé voir la police? Parce qu'il avait peur. Pas d'être tué, il avait peur de ce que cela signifierait pour moi. Pour le nom de famille, pour le village. Elle se leva, la voix brisée. Il m'a dit la vérité la nuit avant sa mort. Il a dit qu'il avait déjà affronté le révérend Cantry il y a des années, qu'il avait essayé de terminer la plaque à l'époque, mais qu'il avait été arrêté.
Il a dit qu'il l'avait averti de ne plus toucher au passé. Geoffrey se rapprocha. Qui l'a prévenu, Iris? Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Puis, les lèvres tremblantes, Madame Draycott. Le silence tomba entre eux. Elle était l'exécutrice testamentaire de la succession Draycott après la disparition de son cousin, poursuivit Iris. Elle savait que le testament avait été falsifié, mais elle a laissé faire. Elle en a profité. Elle avait toujours détesté Kathleen pour sa beauté et son attitude rebelle. Elle a laissé mourir Ballinger. Elle a laissé tout cela s'enterrer. Et maintenant, elle voulait qu'il soit enterré à nouveau. Geoffrey se leva, les épaules tendues. Alors, il est temps que les morts soient entendus. En fin d'après-midi, les nuages s'étaient dissipés, révélant un soleil hésitant qui projetait de longues lamelles de lumière à travers les ifs du cimetière. Un silence régnait à Mush Dithering, moins le calme paisible de la vie villageoise que le calme anxieux d'une communauté qui retient son souffle. Miss Marple, vêtue de son manteau gris orage et portant son sac à main en cuir souple, se rendit à Saint-Ételreda pour ce qu'elle appelait en privé une dernière écoute. Les villageois croyaient souvent qu'elle venait à l'église pour prier. En réalité, elle venait observer les silences, ces non-dits qui résonnaient plus fort dans les lieux sacrés. Aujourd'hui, elle n'était pas seule. À l'intérieur, le révérend Merriweather se tenait raide devant la rampe de l'autel, les mains jointes. L'inspecteur Digby, les bras croisés et les yeux plissés, s'attardait près des bancs du fond, et Geoffrey Pike, pâle mais résolu, flanquait Iris Spenlow comme un bouclier. Tous les quatre étaient venus à la demande discrète de Miss Marple. Je crois, avait-elle dit ce matin-là, que ce qui se cache derrière la porte sud de la sacristie doit être révélé, officiellement et sans délai. Maintenant, dans l'air froid de la pierre, ce moment était arrivé. Le curé s'éclaircit la gorge. « La clé est ici, » murmura-t-il, « comme vous l'avez demandé. » L'inspecteur Digby hocha brièvement la tête. « Nous allons continuer. Je veux que tout soit documenté. Miss Marple, d'accord ?» Elle hocha la tête, même si un léger tremblement parcourut ses doigts. Il y avait quelque chose dans l'air, plus que de l'humidité ou de la poussière. Un poids, comme si l'Église elle-même se souvenait de trop de choses. La porte de la sacristie s'ouvrit avec son habituel gémissement réticent, et la porte sud, au-delà, céda avec une facilité surprenante. Digby alluma 2 lanternes et en passa une au vicaire. Le petit groupe descendit le couloir de pierre en silence. Lorsqu'ils atteignirent l'ancienne chambre, tous les regards se tournèrent vers les mêmes choses que Miss Marple avait vues quelques jours plus tôt. La dalle patinée, la caisse d'outils abandonnée, la toile enveloppée de poussière. Et à côté, un seau brisé à l'endroit où reposait autrefois l'enveloppe. Mais il y avait quelque chose de nouveau, une odeur forte, chimique et déplacée dans l'air ancien. Miss Marple se raidit. Digby avança rapidement, écartant les autres de sa main libre. « Attends ici. » Il se plaça derrière la dalle. « J'ai trouvé le corps. » Il n'a fallu que quelques instants pour que la nouvelle soit annoncée. À moitié recouverte par un drap de lin derrière le monument commémoratif en pierre, se trouvait la silhouette, inanimée de Madame Ursula Draycott. Ses yeux étaient ouverts, son visage figé dans un masque de résolution finale. La cause du décès, selon le docteur Pierce, arrivé dans l'heure, était un mélange de laudanum et de teinture de digital. Passe, de quoi suggérer de la violence. Mais c'est plus que suffisant pour avoir une certitude. Elle l'a choisi, dit sombrement le médecin. Ce n'était pas un accident. Elle savait ce qu'elle faisait. La pièce se vida lentement, comme si elle avait peur de déranger son fantôme. Dehors, les premiers murmures commencèrent. Un deuxième décès. Une femme longtemps considérée comme digne, intouchable à sa manière, mort derrière une dalle oubliée. Digby se tourna vers Miss Marple. « Bien ?» Miss Marple avait l'air calme, mais ses yeux brillaient de tristesse. « Elle est venue ici cette nuit-là, » dit-elle. « Je crois qu'elle a lu la lettre de Ballinger, quand Geoffrey et Iris la lui ont apportée.
Elle a compris que la vérité éclatait enfin, irrévocablement. Alors elle a emprunté le seul chemin qu'elle croyait encore être le sien. « Pourquoi ici ?» marmonna Digby. « Pourquoi derrière la dalle ?»« Parce que c'est ici que tout a commencé, » dit Miss Marple. Cette chambre renfermait le secret qu'elle avait enfoui avec Ballinger, et parce que, peut-être, elle se considérait comme sa gardienne, ou sa geôlière. Elle s'arrêta. Ou son prisonnier. Digby baissa les yeux. « Vous pensez qu'elle a empoisonné Noël Spenlow ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Je pense qu'elle l'a incité à ne pas terminer la plaque. Mais quelqu'un d'autre a envoyé la lettre anonyme. Quelqu'un voulait que la vérité éclate. »« Iris ?»« Non, » répéta Miss Marple plus doucement cette fois. Iris craignait la vérité, mais elle n'a rien fait pour la découvrir. Son père était pris entre deux feux. Il craignait de déshonorer sa famille, mais il croyait aussi à la dignité du métier. Alors quand on lui a demandé de terminer la plaque, il a essayé. Et Madame Draycott, a demandé Digby. Elle l'a mise en garde. Peut-être l'a-t-elle menacée de démasquer la vérité, ou peut-être lui a-t-elle rappelé le prix à payer. Quoi qu'il en soit, elle a échoué, et maintenant le poids de tous ces mensonges enfouis était trop lourd pour elle. L'inspecteur ne parut pas convaincu. Cela ne nous dit toujours pas qui s'est envoyé la commission. Non, acquiesça Miss Marple, mais j'ai une théorie. Ce soir-là, de retour dans son salon, Miss Marple reçut une visite discrète. Geoffrey Pike se tenait sur le seuil, imperméable dégoulinant, chapeau à la main. Iris est partie vivre chez sa tante dans le Shropshire, dit-il, après que le thé eut été servi. Elle ne pouvait pas rester ici. Trop de souvenirs. Miss Marple remua doucement sa tasse. Elle a bien fait de partir. Trop de tergiversations ne sont pas tendres envers ceux qui essaient d'oublier au vu et au su de tous. Geoffrey regarda longuement le feu avant de reprendre la parole. « J'ai envoyé la commission de la plaque, a-t-il déclaré. J'ai trouvé la lettre de Ballinger en premier. Pas Iris. Elle était rangée dans un dossier séparé, l'un des anciens dossiers de dons. J'ai tout de suite compris les implications. Miss Marple ne dit rien, je n'en ai parlé à personne. Pas à ce moment-là. Je ne savais même pas qui était S.B. qui, mais je savais que le document décrivait une tentative de dissimulation. J'ai donc glissé l'enveloppe dans la boîte du maçon avec les instructions. Je me suis dit que si Spenlow finissait, la vérité éclaterait et que je n'aurais pas à dire un mot. Miss Marple hocha lentement la tête. L'anonymat est un masque réconfortant pour la conscience. Je pensais que je faisais la bonne chose, dit-il d'une voix rauque, mais ensuite il est mort, et j'ai réalisé que de tels secrets ne se déroulent pas tranquillement. Tu n'as pas tort, dit-elle doucement, mais les secrets ont du poids. Quand on essaie de les exhumer en silence, quelqu'un finit toujours par en subir les conséquences. Il détourna le regard. Iris se sent coupable. Elle croit que son père est mort pour la protéger. Miss Marple croisa les mains. Peut-être, mais pas à cause de la vérité, à cause de son fardeau. Et en essayant de le porter seul, il en est devenu la victime ultime. Geoffrey se leva après un moment. « Je prends position à Oxford, » dit-il doucement. « Je ne peux pas rester ici. Pas après tout. » Miss Marple lui adressa un léger sourire. « Le passé est une longue ombre, Monsieur Pike. Mieux vaut marcher vers la lumière. » Il la laissa dans le silence, la porte se refermant doucement derrière lui. Le village s'habitua à ce second décès, avec une sorte de résignation engourdie. Les funérailles de Madame Draycott eurent lieu 3 jours plus tard, sous un ciel gris et un vent léger. Peu de personnes y assistèrent. Le mot d'ordre officiel était l'épuisement, le chagrin et l'âge. Mais Miss Marple savait le contraire. Elle se tenait près de la tombe avec une expression calme, une main gantée posée sur la tête de sa canne. Pendant que le cercueil descendait, elle observait les visages des gens à proximité, les regards incertains, les prières murmurées, les silences obstinés. Ensuite, elle marcha lentement devant le mur sud de Sainte-Ethelreda.
La plaque est « Restez en place inchangée, car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, 23. 2 avril 1911. Pas de nom. Aucune explication. Mais maintenant le village a compris, et les ombres derrière la pierre avaient été amenées à la lumière. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'enterrement d'Ursula Dreycott, et Madge Dithering avait amorcé son lent retour à la tranquillité. Mais le calme avait changé. Une tension subsistait, telle une surface fraîchement lissée après des ondulations, comme si le village, après avoir assisté à la révélation de secrets longtemps enfouis, ne savait plus comment se comporter maintenant qu'ils étaient au grand jour. La plaque de pierre sur le mur sud de Saint-Ételreda est restée intacte, la date murmurant désormais plus fort que n'importe quel nom. Les chuchotements parmi les villageois étaient devenus moins nombreux, remplacés par le genre de silence réfléchi qui s'installe dans une communauté après avoir été obligée de se regarder dans un miroir auquel elle ne s'attendait pas. Miss Marple, pour sa part, n'avait pas rejoint les cercles de thé du matin ni déambulé dans la rue principale avec son panier habituel ces derniers jours. Elle était restée dans sa chaumière, tricotant tranquillement, relisant les notes de son album et attendant quelque chose de plus important que n'importe quel bavardage de village. Elle attendait que la pièce finale se fasse connaître, car même si la plupart pensaient que l'affaire était close avec la mort de Madame Dreycott, 2 tragédies étroitement liées au péché du passé, Miss Marple n'était pas tout à fait satisfaite. Elle avait vu trop d'histoires se terminer par trop de commodités, et Ursula Dreycott, malgré toute son amertume et son silence, n'était pas du genre à empoisonner un homme, pas même un homme comme Noel Spenlow. Non, pensa Miss Marple, le véritable meurtrier était toujours en vie, et il était temps de les faire sortir. Par un après-midi calme et doux, elle a invité l'inspecteur Digby à prendre le thé. Il est arrivé rapidement, par un mélange de courtoisie et de curiosité. « Une raison particulière pour l'invitation ?» demanda-t-il en ôtant son chapeau et en s'asseyant sur le bord du canapé. « Je pensais que nous pourrions tout revoir une fois de plus », a déclaré Miss Marple en versant du darjeeling dans 2 tasses en porcelaine. « Maintenant que la poussière est retombée, pour ainsi dire. » Digby haussa un sourcil. « Tu penses qu'il y a quelque chose que nous avons manqué ?» Miss Marple sourit doucement. « Je pense que lorsqu'une histoire de village est trop soigneusement attachée avec un ruban, il est sage de vérifier ce qu'il y a sous le nœud. » Elle lui tendit une assiette de gâteau aux graines. « Commençons par supposer que Madame Dreycott n'a pas empoisonné M. Spenlow. » A-t-elle déclaré qu'elle n'était en fait que la gardienne d'une vérité honteuse. « Vas-y, » dit Digby prudemment. Elle était au courant pour le faux, a poursuivi Miss Marple, et elle savait que Samuel Ballinger était mort parce qu'il l'avait découvert. Mais elle ne l'a pas tué, ni Noel Spenlow. Elle a simplement essayé, à sa manière mal avisée, de garder le vieux scandale enterré. Digby se pencha en avant. « Si ce n'est pas elle, alors qui ?» Miss Marple prit une gorgée de thé. Quelqu'un qui avait plus à perdre. Quelqu'un qui comprenait les conséquences de la révélation de cette vérité. Peut-être pas seulement, en termes d'héritage, mais de legs. Digby fronça les sourcils. Le nom Brattle a disparu depuis des années. En effet, a déclaré Miss Marple, mais pas la lignée. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et sortit une feuille de papier plié de dessous son buvard. Elle le posa doucement devant lui. Il s'agissait d'une photocopie de l'addenda de 1909, celui qui transférait la succession de Kathleen Dreycott à George Brattle. Il y avait 2 témoins répertoriés, a-t-elle déclaré. George Brattle, ça lui-même, et Samuel Ballinger. Mais la signature Ballinger a été falsifiée, a déclaré Digby. Exactement. Et qui avait raison de faire ça? Qui avait accès à l'acte? Qui était censé hériter des biens des Brattle, discrètement, officieusement, après le décès de George Brattle? Digby regarda le journal. « Tu ne peux pas être sérieux. » Miss Marple se rassit en croisant les mains. « Geoffrey Pike est le petit-fils de George Brattle,
né hors mariage de la fille de Brattle, d'une femme de chambre qui s'est ensuite mariée, avec la famille Pike. Cela a été arrangé en toute discrétion, bien sûr. Pas de scandale dans un petit village, mais Geoffrey a été élevé avec certains privilèges, certaines attentes, et il a été formé au droit. Quelle meilleure façon de protéger un héritage qu'en comprenant comment le manipuler? Tu dis que... Je dis, poursuivit Miss Marple, qu'il a trouvé les aveux de Ballinger dans les archives, et il a compris ce que cela signifiait, que son grand-père avait acquis la terre frauduleusement, et que si cela venait à être révélé, le nom de Brattle serait à jamais terni, sa position compromise, son héritage suspect. Digby se leva et fit les 100 pas, mais il commandait la plaque. L'expression de Miss Marple était sereine. Il a envoyé la commission de manière anonyme, oui, mais pas pour révéler la vérité, pour la surveiller. Il espérait que Spenlow la terminerait tranquillement, que la formulation serait ambiguë, qu'une confession silencieuse pourrait être faite sans explication. Et Spenlow a résisté? Miss Marple hocha la tête. Peut-être a-t-il posé des questions, peut-être a-t-il commencé à comprendre les implications plus profondes. Et c'est à ce moment-là que Pike a paniqué. Spenlow a dû être réduit au silence. Le poison était subtil, efficace. La digitale a été récoltée, facilement disponible, et dosée, probablement dans du thé. Digby se frotta le visage. Mais alors pourquoi impliquer Madame Draycott? Elle a été une diversion utile, a déclaré Miss Marple. Elle avait à essayer d'arrêter la plaque. Elle y avait, prévint Spenlow. Et Pike savait que sa culpabilité la ferait taire. Il aurait même pu lui donner de faux aveux, sachant que cela la détruirait. Le silence suivit. Après un moment, Digby dit « Tu es sûr ?» Miss Marple eut un doux sourire. « J'ai invité Geoffrey Pike à prendre le thé demain, » dit-elle. « Vous êtes invité à nous rejoindre. » Le lendemain, le salon était chaleureux et agréable. Les rideaux tirés juste assez pour laisser entrer la lumière du début du printemps. Miss Marple avait préparé une génoise et préparé le thé elle-même, une théière pour elle et Digby et une autre pour Geoffrey Pike. Lorsqu'il est arrivé, ponctuel et impeccablement habillé, il semblait presque soulagé d'être parmi des civils. « J'apprécie l'invitation », a-t-il déclaré. « C'est bien de parler avec quelqu'un qui comprend les conséquences. » « En effet, » dit Miss Marple, « vous en avez vu plus que la plupart des gens de votre âge. Ça a dû être un fardeau. » Il eut un rire poli. « Peut-être, mais je crois qu'il faut faire ce qui est juste, en fin de compte. »« Même si cela signifie faire taire le passé ?» demanda-t-elle doucement. Son sourire s'est estompé pendant une fraction de seconde. « Je ne suis pas sûre de suivre. » Miss Marple versa son thé dans la deuxième théière. « J'ai pensé que ce mélange pourrait vous plaire, » dit-elle, « puisque vous avez semblé l'apprécier lors de votre dernière visite. Une pointe d'orge et un brin de digital séché, juste pour l'authenticité. » Son visage s'immobilisa. Digby sortit de la pièce latérale où il écoutait. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-il fermement. « Nous ne sommes pas là pour empoisonner qui que ce soit, seulement pour parler. » Le visage de Geoffrey était pâle. Il n'a pas touché au thé. Miss Marple restait sereine. « Vous voyez, Monsieur Pike, vous êtes un homme intelligent. Mais l'intelligence ne peut pas effacer la culpabilité. Elle ne fait que retarder son arrivée. Et dans ce cas, elle est arrivée plus tôt que prévu. » Geoffrey se leva. « Je n'ai rien à dire. »« Alors, laissons parler les archives, » dit Digby. « Les documents d'héritage, le faux testament, et la dernière lettre de Samuel Ballinger. C'est fini. » Geoffrey se tourna pour partir, mais les paroles de Miss Marple le suivirent comme une cloche de clôture. « L'héritage n'est pas ce dont nous héritons, Monsieur Pike. C'est ce que nous choisissons de protéger. » La porte se referma derrière lui et Miss Marple versa le thé intact dans l'évier. La semaine suivante, le village de Much Dithering avait un air instable, comme s'il se préparait lui aussi à la vérité finale. Des murmures flottaient sous les toits de chaume comme une brume qui refusait de se dissiper.
La mort de Noel Spenlow et d'Ursula Draycott pèse encore lourdement sur l'esprit des villageois, mais c'est le silence qui a suivi qui les a le plus perturbés. La plaque était restée intacte sur le mur sud de l'église. À la demande de mademoiselle Marple, l'inspecteur Digby avait suspendu tout retrait et tout commentaire officiel à son sujet. Il s'était plutôt concentré sur une enquête plus approfondie, discrète pour l'instant, car mademoiselle Marple avait appelé à la retenue. « Il y a un moment propice pour la vérité », avait-elle dit. « Elle doit venir quand le terrain sera suffisamment stable pour la retenir. » Maintenant, ce moment était arrivé. Elle avait invité un petit groupe à la salle du presbytère cet après-midi-là, sous prétexte de discuter de la brochure sur l'histoire du village. L'invitation n'avait été adressée qu'à ceux dont la vie avait directement ou indirectement entouré le mystère. Le révérend Merriweather, l'inspecteur Digby, Iris Spenlow, Geoffrey Pike et le vieux fossoyeur Clem Iris arriva tranquillement, vêtu d'une modeste jupe et d'un manteau bleu marine, les yeux fatigués mais clairs. Elle s'assit à côté de Miss Marple sans parler, lui lançant simplement un regard reconnaissant. Geoffrey entra peu de temps après, visiblement plus pâle que d'habitude. Il ne s'est pas assis à côté d'Iris. Le révérend Merriweather apporta du thé, que Miss Marple servit avec sa précision habituelle. L'inspecteur Digby se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Clem s'appuya sur sa canne et marmonna une remarque sèche sur « les choses mortes qui retrouvent toujours le chemin du retour ». Miss Marple s'assit, joignit les mains et commença sur son ton doux caractéristique. « Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai invité ici. Il ne s'agit pas d'accuser ni de condamner, mais il est enfin temps de parler clairement, parce que le silence, comme nous l'avons vu, peut être bien plus dangereux que la vérité. » Personne ne l'a interrompu. 15 ans séparent les décès de Samuel Ballinger et de Noel Spenlow, mais ils partagent la même origine, un mensonge gravé dans la pierre et le papier. Ce mensonge a commencé lorsque George Brattle, bedeau de cette paroisse, et le révérend Country ont falsifié un testament qui transférait la succession d'Elizabeth Cartwright à Brattle, contournant ainsi la véritable héritière, mademoiselle Kathleen Draycott. Quelques halètements s'échappèrent. Le révérend Merriweather pâlit. Samuel Ballinger a découvert la vérité. Il a travaillé dans la crypte, a aidé à sceller les faux documents dans le mur de la sacristie. Et par culpabilité, ou peut-être par loyauté, il n'a rien dit, jusqu'à ce qu'il le fasse. Il a écrit une lettre adressée au vicaire menaçant de dénoncer la fraude. Il est mort le lendemain, noyé. Ils ont appelé cela un accident. Mais nous savons maintenant que ce n'était rien de tel. Elle laissa le silence s'installer à nouveau. La plaque qui orne aujourd'hui le mur de l'église, car le salaire du péché c'est la mort, a été commandée à l'origine par quelqu'un qui voulait reconnaître ce mal. Cette plaque a été supprimée pendant des années. Puis récemment elle a refait surface. Noel Spenlow, qui avait hérité à la fois du grand livre du tailleur de pierre et peut-être du malaise de son père, a reçu la commande dans une enveloppe anonyme. Et il a hésité. Parce que lui aussi a trouvé la lettre de Ballinger. Miss Marple jeta un coup d'œil à Geoffrey Pike, assis le visage impassible, les mains serrées sur ses genoux. Quelqu'un avait peur qu'il parle. Que quelqu'un l'ait empoisonné. Pas avec violence, mais avec subtilité. Une teinture de digital glissée dans son thé. Une mort tranquille, tout comme celle de Samuel. Une mort conçue pour paraître naturelle. Mais Spenlow n'était pas idiot. Il savait ce qui allait arriver. Il a laissé le grand livre ouvert, espérant que quelqu'un d'autre suivrait la trace. Tous les regards étaient désormais tournés vers Geoffrey. Il n'en a rencontré aucun. Je ne crois pas que Geoffrey Pike ait voulu commettre un meurtre, poursuivit Miss Marple d'une voix douce. Je crois qu'il a trouvé la lettre. Il en a compris les implications. Il a compris que si le faux était découvert, l'héritage de Brattle, son héritage, s'effondrerait. Il a donc tenté de gérer l'affaire. Il a envoyé la commande de plaque anonymement.
espérant obtenir le contrôle sans être exposé. Mais face à la résistance, de Spenlow Geoffrey a agi par peur. Elle fit une pause. Et lorsque Madame Draycott, longtemps complice silencieuse, a appris que la vérité ne pouvait plus être contenue, elle s'est suicidée. La pièce resta silencieuse, le seul bruit étant le tic-tac de l'horloge du hall. Geoffrey se leva lentement, son visage étant un fragile masque de calme. « Je n'ai jamais voulu que quiconque meure, » dit-il à voix basse. « Ni Spenlow ni Madame Draycott, je voulais juste protéger quelque chose, mon nom, le nom de mon grand-père. Mais plus je m'enfonçais, plus il était difficile de m'arrêter. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de poids, le poids de ce qu'on hérite. » Il regarda Iris qui ne voulait pas croiser son regard. « J'ai adoré ce village, » a-t-il ajouté. « Je voulais rester ici. Mais maintenant je comprends. Peut-être que je n'ai jamais eu à le protéger. » Miss Marple lui lança un long regard bienveillant. « L'héritage n'est pas le passé que nous préservons, Monsieur Pike. C'est l'avenir que nous laissons respirer. Et les secrets ne respirent pas bien dans les cryptes fermées. » Geoffrey se tourna vers l'inspecteur Digby. « Je coopérerai pleinement. » Digby hocha la tête en silence. Iris se leva, et sa voix, bien que calme, résonnait avec clarté. « Et qu'advient-il du terrain? Des archives? Si le testament a été falsifié, qu'advient-il de la propriété ?» Miss Marple regarda le révérend Merriweather, qui était devenu tout pâle. « Je crois, a-t-elle dit. Cette décision appartient au diocèse et au tribunal de comté. Mais je crois aussi qu'il n'est pas trop tard pour effectuer une restitution. La réclamation Brattle peut être abandonnée. Et la succession Cartwright peut retrouver son statut légitime. » Iris déglutit. « Pas pour moi, je n'en veux pas. »« Non, » répondit Miss Marple, « mais peut-être au village. En guise de fiducie, un bien bâti à son nom, Kathleen Draycott, ce serait justice. » Iris hocha la tête, et pour la première fois depuis des jours, ses épaules semblaient se détendre. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Much Ditring est devenu doré, le soleil se glissant sous les haies dans un arc long et bas. Quelques enfants jouaient près du green, leur rire se répandant dans l'air comme la fumée d'une cheminée. La rivière coulait régulièrement derrière l'église, ses eaux calmes. Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, la tasse de thé chaude dans ses mains, le registre du tailleur de pierre reposant désormais sur une étagère près de sa cheminée. Une place d'honneur en quelque sorte, non pas pour les mensonges qu'elle cachait autrefois, mais pour la vérité qu'elle avait contribué à révéler. Elle regarda par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait lentement et pensa une fois de plus à quel point les vieilles pierres ressemblaient aux humains, froides et silencieuses jusqu'à ce qu'on les dérange. Et puis, si on écoutait attentivement, elle racontait tout. Il n'y avait pas encore de plaque commémorative pour Noel Spenlow. Mais elle avait pris note de la suggérer au comité paroissial. Il était mort pour une vérité qu'il ne lui appartenait. Pas de cachet. Mais cela avait quand même été son fardeau. Dehors, la cloche de Sainte-Ethelreda sonnait doucement. Miss Marple ferma les yeux et écouta. Le village, enfin, recommençait à respirer. Les premières vraies chaleurs du printemps sont arrivées à Much Ditring, la semaine après que le village se soit réuni pour discuter de l'avenir des terres contestées. Les jonquilles ouvraient leurs fleurs en forme de trompettes sous les murets de pierre. Les abeilles, lentes et endormies, bourdonnaient d'un crocus pâle à l'autre. Et du côté du cimetière, l'herbe avait commencé son élan vert annuel, s'enroulant autour des vieilles pierres tombales et des bordures oubliées. La rivière, elle aussi, avait changé. Elle n'affichait plus le calme fantomatique qu'il avait habité durant les semaines d'incertitude. Elle ricanait de nouveau en franchissant le coude usé près du champ nord, l'endroit où Samuel Ballinger s'était noyé des années auparavant. Miss Marple s'y promenait de temps à autre, silencieusement, sans fanfare. Elle n'y allait ni pour pleurer, ni pour résoudre le problème, mais simplement pour se souvenir, parce que le souvenir était, croyait-elle, le devoir ultime des vivants. Et il y avait beaucoup de choses à retenir,
Aucune arrestation officielle n'avait eu lieu. Dans l'affaire de la mort de Noel Spenlow, l'inspecteur Digby, après une enquête minutieuse et approfondie, était parvenu à un accord tacite. Geoffrey Pike n'avait pas administré la dose mortelle par malveillance, mais par peur et par un profond désespoir de protéger un héritage qui n'était jamais vraiment le sien. L'inspecteur et Miss Marple elle-même comprenaient que la justice était parfois plus complexe que des menottes et des tribunaux. Mais Geoffrey avait quitté le village, discrètement, sans cérémonie, et avec une lettre laissée pour Iris. Personne ne savait ce qu'elle contenait, et Iris n'avait pas voulu le dire. Elle avait accepté son arrivée sans larmes, l'avait pliée dans son sac à main et avait continué son chemin. Quant à la terre ayant appartenu à Kathleen Draycott, son sort avait été déterminé au cours d'une série de réunions bien plus calmes que le scandale qui les avait précédées. Le diocèse, le bureau du notaire et le conseil paroissial sont parvenus à une résolution qui ressemblait enfin à un pas vers la paix. La propriété serait transformée en bibliothèque communautaire et en salle de lecture, du nom de Mademoiselle Kathleen Draycott, dont l'héritage a été effacé depuis trop longtemps. Un banc de pierre serait placé dans le jardin attenant avec une petite plaque gracieuse, à la mémoire de ceux dont les voix étaient autrefois réduites au silence. La vérité, comme le printemps, revient. Miss Marple avait elle-même suggéré cette formulation. Par un beau vendredi matin, Miss Marple se tenait dans son jardin, inspectant les rangées soignées de jeunes altos. L'air sentait légèrement l'argile et l'herbe coupée, et elle tenait une truelle dans une main gantée, son chapeau à large bord légèrement incliné vers la gauche. C'était une scène paisible, et pourtant ses pensées étaient tournées vers l'intérieur, parcourant lentement les événements des dernières semaines. Elle n'était pas du genre à romancer le mystère. Elle avait trop souvent constaté que les crimes n'étaient pas commis par des inconnus tapis dans l'obscurité, mais par des gens assis à côté de vous pour prendre le thé. Des gens qui souriaient, acquiesçaient et vivaient au cœur même du village. C'était cette proximité, cette intimité de la vie villageoise qui rendait ces trahisons si douloureuses. Et pourtant, elle croyait aussi à la grâce, dans la possibilité de changement. Geoffrey Pike était parti non seulement avec honte, mais aussi avec compréhension. Iris Spenlow, autrefois profondément blessée par le chagrin, se porte désormais volontaire aux archives de l'Église. L'atelier du tailleur de pierre, fermé depuis des semaines, avait rouvert ses portes sous la direction attentive d'un jeune apprenti de la ville voisine. Il s'appelait Thomas, et même si son travail au burin était encore imprécis, il écoutait attentivement lorsque Miss Marple parlait de l'importance d'un lettrage propre et d'un savoir-faire discret. Le village lui-même semblait s'essouffler, comme si, après avoir porté trop longtemps le poids d'une culpabilité cachée, il pouvait enfin se redresser. C'était la veille du dimanche des Rameaux, lorsqu'Iris Spenlow est venue lui rendre visite. Elle arriva juste après midi. Un léger coup frappé à la porte du jardin détourna l'attention de Miss Marple d'une racine de chardon tenace. Iris portait un chemisier crème et une jupe en laine, et elle portait un paquet de papier brun enveloppé de ficelle. « Miss Marple ?» dit-elle avec un sourire timide. « Je pensais que ça pourrait vous plaire. » Elle a remis le colis. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents anciens. Des plans paroissiaux, des registres de réparation et 3 premiers plans pour la nouvelle bibliothèque communautaire. Au-dessus se trouvait quelque chose de plus simple, une vieille photographie d'une jeune femme debout près du clocher, la lumière du soleil reflétant ses cheveux noirs. « Est-ce Kathleen ?» demanda doucement Miss Marple. Iris hocha la tête. Ma mère l'a gardée. Je n'ai jamais su de qui il s'agissait jusqu'à la semaine dernière. Ils étaient assis ensemble dans le jardin, buvant du thé au gingembre dans des tasses en porcelaine ébréchée. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Iris dit, presque comme une réflexion après coup, « Je me demande toujours si elle savait ce qu'ils ont fait, si elle est partie parce qu'elle avait le cœur brisé ou parce qu'elle a été menacée. » « Elle a eu du courage de partir, » répondit Miss Marple.
et encore plus de ne pas revenir. Certaines blessures ne se rouvrent pas parce qu'elles sont cicatrisées, mais parce qu'on ne les y a jamais autorisées. « Je pense que je l'aurais aimé, » dit Iris. « Je suis sûr qu'elle vous aurait apprécié, » dit Miss Marple avec un léger sourire. Ils se séparèrent en douceur, sans promesse ni adieu. Juste une compréhension, une sorte de reconnaissance silencieuse que certaines histoires, même résolues, perdurent. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son bureau, son châle de dentelle légèrement tiré sur ses épaules. Elle prit son journal, non pas l'album des méfaits du village et des regards soupçonneux, mais son registre personnel, tenu discrètement et sans mention. C'est dans ce livre qu'elle notait les dénouements, non seulement des affaires, mais des personnes, ce qu'elles faisaient, et ce qu'elles devenaient une fois leur nom effacé des ragots et des gros titres. Elle se tourna vers une nouvelle page et écrivit « Noel Spenlow, un homme d'une intégrité tranquille. Il craignait le déshonneur, plus que la mort. Il a donné sa vie pour protéger une vérité qu'il n'avait pas créée. Ursula Draycott, une femme tiraillée entre peur et culpabilité. Morte, en choisissant une fois de plus le silence. Geoffrey Pike, un homme qui a hérité d'un héritage, mais pas de l'honnêteté. Il est parti en quête de rédemption. Reste à savoir s'il la trouvera Iris Spenlow, une fille façonnée par le silence. Peut devenir quelqu'un qui parle Kathleen Draycott, méconnue mais pas oubliée. Miss Marple ferma le journal et resta assise sans bouger. Elle avait dit un jour au vicaire, en plaisantant, qu'elle aurait fait une piètre romancière, parce qu'elle ne parvenait jamais à écrire une fin soignée. La vie, avait-elle dit, ne permet pas les nœuds ni les rubans, elle permet seulement de respirer. Et cette histoire, comme tant d'autres avant elle, respirait désormais. Le feu crépitait. Dehors, les dernières lueurs du jour doraient les toits. Au loin, le clocher sonnait 6 heures. Miss Marple se leva pour tirer les rideaux. Le village de Much Dithering dormait mieux maintenant. Et elle, son observatrice la plus vigilante, avait une fois de plus assuré que la vérité, bien qu'enfouie, n'avait pas été perdue. Pax approchait dans un silence silencieux, comme si le village hésitait à troubler le calme délicat qu'il venait tout juste de retrouver. Le cimetière s'épanouissait dans des couleurs modestes, des tulipes précoces, des primes-verts timides et une surprenante poussée de violettes qui s'étaient glissées, sans y être invitées, le long du mur sud de Sainte-Ételreda. Il avait poussé sous la plaque. Certains ont dit que c'était une coïncidence. D'autres murmuraient à propos de la Providence. Miss Marple, bien entendu, ne fit aucun commentaire. Elle avait toujours cru que la nature avait une façon d'affirmer la vérité bien après que les langues humaines en eurent fini avec elle. Les villageois, toujours pragmatiques, ne parlaient en guère des morts qui avaient bouleversé leur rythme. L'effondrement de Noel Spenlow lors de la garden party était désormais évoqué en termes vagues. Cette malheureuse affaire et la disparition de Geoffrey Pike du cabinet d'avocats a été absorbée par les replis tranquilles de l'amnésie d'une petite ville. Même la disparition de Madame Draycott, autrefois source de curiosité murmurée, s'était installée dans le silence respectueux réservé à ceux dont les erreurs étaient graves, mais dont les funérailles avaient été dûment assistées. Et, bien que la plaque soit restée en place et que les plans de la nouvelle bibliothèque aient avancé, personne, pas même le vicaire, n'a osé déplacer à nouveau les pierres derrière la porte sud de la sacristie. Après tout, il y a certaines vérités qui ne doivent pas être recélées, mais qui ne doivent pas non plus être rouvertes. Le matin du dimanche des Rameaux, Miss Marple s'habilla avec un soin particulier. Elle portait une robe lavande foncée, sa deuxième plus belle broche, une modeste fleur en émail, et un chapeau à voilette. La journée était venteuse, mais le soleil était revenu avec une assurance dorée, et le ciel était d'un bleu qui ne promettait rien d'autre que la paix. Elle se rendit seule à l'église, comme toujours, empruntant le chemin qui longeait le portail ouest, où le lierre commençait à s'éveiller de son long sommeil. Les cloches sonnaient distinctement au-dessus de sa tête, marquant le début de la Semaine sainte. Et bien qu'elle parlât rarement de foi à voix haute,
Miss Marple avait un sens aigu de l'ordre, de l'équilibre, des cycles. Le son des cloches au printemps n'était pas tant religieux pour elle que religieux rassurant. Un signal que, après toutes les tempêtes, le monde a repris sa lente et légitime rotation. À l'entrée de la nef, elle s'arrêta. La congrégation s'est filtrée autour d'elle, échangeant salutations et commentaires sur les jonquilles. Elle entendit parler des fleurs de l'autel, arrangées ce matin-là par Iris Spenlow. Miss Marple l'a vue de l'autre côté de l'allée, debout à côté du révérend Merriweather avec une petite brassée de paume. La jeune fille avait l'air changé, ni radieuse ni soulagée, mais réglée, comme si elle était arrivée au bord d'un vaste et douloureux silence et n'avait plus peur de l'écho. Miss Marple sourit intérieurement. Après la cérémonie, le thé fut servi dans la salle paroissiale, fort et fumant, dans des pots en fer blanc accompagnés d'une généreuse portion de brioche chaude. Les tables bourdonnaient d'idées pour la fête de Pâques, la rotation des fleurs et l'éventuelle création d'un club de lecture une fois la nouvelle salle de lecture construite. Plusieurs personnes se sont approchées de Miss Marple. Quel beau sermon, n'est-ce pas? J'espère que nous planterons quelque chose dans le jardin de Kathleen, quelque chose de parfumé. Pensez-vous que l'ancienne sacristie sera un jour rouverte correctement? Miss Marple répondit gentiment, sans donner plus de détails. Il n'était pas nécessaire de tout dire pour honorer la vérité. Une fois la foule dispersée, elle sortit et longea à nouveau le mur sud de l'église. La plaque de pierre était chauffée par le soleil. Les violettes tremblaient légèrement dans la brise. Elle s'attarda là, laissant le calme s'installer autour d'elle comme un châle. Un instant plus tard, elle fut rejointe par le vieux Clem. « Le fossoyeur. Je ne sais pas qui les a plantés, dit-il en désignant les fleurs. Je ne l'ai pas fait moi-même. Peut-être que le Seigneur a décidé qu'il était temps que quelque chose naisse de tout ce silence. Peut-être, dit Miss Marple, le regard doux, ou peut-être que quelqu'un a décidé que le souvenir ne nécessitait pas toujours des noms, juste des racines. » Il eut un petit rire. Supposons que ce soit vrai. Ils restèrent ensemble dans un silence agréable pendant un moment avant que Clem ne s'éloigne pour finir de tailler la haie de houx. Miss Marple resta là. Ses doigts effleurèrent le bord de la plaque de pierre, car le salaire du péché, c'est la mort. Elle avait toujours pensé que c'était un vers solennel et peu réconfortant. Mais c'était peut-être là le problème. Toutes les vérités n'étaient pas destinées à apaiser. Certains étaient destinés à rester, comme des bornes frontières, comme avertissement, en tant que témoin. Elle s'est retournée et est rentrée chez elle. Cet après-midi-là, dans l'intimité de son salon, elle fit un dernier ajout à son album. Sur la dernière page, sous le titre « L'affaire Ledger », elle a écrit « Une communauté ne se définit pas seulement par ce dont elle se souvient, mais aussi par ce qu'elle choisit d'oublier. Or, en oubliant, nous semons souvent les graines de la répétition. Ce n'est que lorsque la vérité prend sa place, non pas dans la fureur ni dans la honte, mais dans le témoignage silencieux, que la guérison peut commencer. 3 morts sont survenus avant que la vérité ne soit révélée. 2 ont été réduites au silence par la peur. On a tenté trop tard de rétablir l'équilibre. Et pourtant, grâce au deuil, la restauration est venue. La bibliothèque se dressera là où régnait autrefois le silence. Des livres seront prêtés, des histoires partagées, des noms prononcés à nouveau. En fin de compte, c'est aussi ça la justice. Elle ferma l'album et le replaça sur l'étagère haute près de la fenêtre, entre l'almanach de jardinage et l'exemplaire de son cousin. Le livre de la prière commune. Un moineau s'est posé sur le rebord de la fenêtre, a gazouillé une fois et a continué son vol. Miss Marple attrapa son tricot où une nouvelle paire de chaussettes attendait ses aiguilles. La laine était d'un vert tendre, juste la nuance du printemps. Alors que les aiguilles claquaient doucement sur ses genoux, elle pensait à la justice, à la vérité et à l'étrange façon dont elle se traversait les cœurs humains comme des fils invisibles. Si on les tirait trop fort, ils pourraient s'étouffer. Laissés trop lâches, ils se sont effilochés.
mais dessiné avec la bonne tension. Ah, alors ils ont tout maintenu en place. Dehors, les cloches sonnèrent à nouveau, cette fois pour marquer le vêpres. Le jardin se balançait doucement dans le vent. Miss Marple ne s'est pas levée pour partir. Elle avait déjà entendu tout ce dont elle avait besoin. Et dans le calme, le village expira.